Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. L'IA, la voleuse d'âme. Podcast en 4 épisodes. Le premier épisode s'intitule L'intelligence artificielle existe-t-elle? IA ou AI, pour les anglo-saxons, ces deux lettres sont devenues en moins de 10 ans le nouvel Eldorado pour certains et le vilain méchant croque-mitaine pour d'autres. Et comme dans toute chose, la vérité est beaucoup plus nuancée, et cela quel que soit le camp. AI, Artificial Intelligence, ou pour nous francophones, IA, c'est-à-dire intelligence artificielle, est un sujet qui est omniprésent dans l'industrie, l'éducation, le médical, la création, la technologie et j'en passe. Il n'y a pas un pan de nos sociétés occidentales qui ne soit pas en lien de nos jours avec l'IA, même dans le monde agricole ou l'écologie. On l'utilise pour les uns afin d'optimiser les rendements et pour les autres d'établir, par exemple, des modèles de compréhension de nos impacts sur notre planète. L'IA est partout et tente à se développer d'une manière exponentielle. Et pour ma part, ce n'est pas un problème. Mais avant de vous développer les raisons me faisant formuler cette opinion, il est à mon sens primordial de planter le décor. J'aborderai donc ce sujet en 4 épisodes. Premier épisode s'intitulant L'intelligence artificielle existe-t-elle? Deuxième épisode s'intitulant Ici coule le fleuve de l'humanité. Troisième épisode s'intitulant Pourquoi faire? Pour qui? Pourquoi? Et enfin le quatrième épisode s'intitulant La cinquième colonne. Alors commençons par une question qui de prime abord peut sembler simple et même simpliste. L'intelligence artificielle existe-t-elle? Je me visualise ici avec amusement le flot de commentaires que je vais recevoir me traitant d'imbécile et je reste poli, considérant que de facto l'IA existe puisque, et j'en fais partie, nous l'utilisons. C'est d'ailleurs son emploi pour la confection d'une des vidéos servant de teaser ou bande-annonce, comme on disait auparavant, afin de faire connaître mon podcast qui a donné à une amie l'idée de me demander de traiter ce sujet loin des discours, soit techniques, soit proches du religieux. En effet, quand on écoute les différents camps donnant leur avis sur l'IA, on est soit dans le salut, soit dans la damnation. Rien que ça. Ce biais plaçant l'IA sur des champs qui lui sont impropres nous rend impossible une bonne vision de ce sujet et bien entendu les justes comportements à avoir. Car oui, il va falloir apprendre à vivre avec l'IA, vu qu'elle est parmi nous et n'a aucune raison de s'arrêter. Même si vous renaclez à utiliser les Gemini et au ChatGPT, vous interagissez déjà depuis plusieurs années avec des IA. On peut ici éclaircir un premier point de confusion, celle entre IA et algorithme. Et comprendre ceci est, à mon sens, édifiant et surtout un point pouvant nous permettre d'éviter des écueils. Je sais que certains vont hurler à la simplification dans mes propos à venir, voire aux inexactitudes. Mais l'important à mes yeux est qu'à la fin de mes podcasts, vous appréhendiez mieux certains sujets et surtout de vous offrir outils et armes pour ne plus être noyé sous des flots d'incompréhension et savoir comment agir et réagir.
Donc l'image que je vais vous donner dans ce cas de figure est que les algorithmes sont les bras armés ou les employés zélés des intelligences artificielles. Certains vont objecter que les IA sont faites en trop d'algorithmes, ce qui est vrai, mais balayons cela. Car ce qui compte n'est pas ce en quoi elle est faite, mais son utilisation. En somme, si une voiture a des boulons, l'important dans ce que je vais exposer n'est pas cela, mais où cette voiture nous mène et comment. Car en ce qui nous concerne, et donc nous intéresse dans notre vie de tous les jours, nous aurons plus affaire aux algorithmes. Le dictionnaire Le Robert nous donne comme définition du mot algorithme, deux points, ouvrez les guillemets, ensemble des règles opératoires propres à un calcul, suite de règles formelles, point, fermez les guillemets. Voilà, voilà, nous voici bien avancés, car si on n'est ni mathématicien ni informaticien, cela ne nous éclaire peu ou pas sur la question, la vraie question. Dans ma vie, à quoi sert un algorithme? Je vais vous donner deux points de vue et donc deux images. Si on se base sur notre quotidien, je dirais qu'ils sont nos valets, nos grooms, notre personnel. Et ce personnel est pléthore. Et du point de vue de l'IA, en relation avec nous, les algorithmes sont ces informateurs, ces fiches, ces espions, mais aussi ces ouvriers et même ces soldats. Il faut comprendre que bon nombre d'algorithmes qui nous sont dévolus sont mis en place pour et par l'IA. S'ils n'étaient que des courroies de transmission, ce qu'ils sont majoritairement, il n'y aurait ici rien à redire. Or, certains se mettent à nous influencer directement et indirectement. Et c'est là que ce nouvel outil, que ces nouveaux outils peuvent engendrer de graves dangers. Mais avant de s'interroger sur ces problématiques, revenons sur la question titre de cet épisode. Peut-on dire que l'IA est une intelligence artificielle? Pour cela, retournons à notre dictionnaire Le Robert. Quelle est sa définition de l'intelligence? On peut lire, deux points, ouvrez les guillemets, faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. L'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle. Et rajouter entre parenthèses, opposé à sensation et à intuition. Fermez la parenthèse, point, fermons les guillemets. Pourquoi suis-je revenu aux définitions académiques et surtout sur le mot intelligence? Car l'important dans l'IA, c'est le mot intelligence et non le mot artificiel, puisqu'il est évident qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, les circuits imprimés sont du domaine du manufacturé et donc ce qui compose l'objet de nos interrogations est assurément artificiel. De même, on sait que l'intelligence artificielle apprend seule ou aidée par l'homme. Cet apprentissage lui permet de connaître, comprendre notre monde, nos réalités et les humains qui interagissent avec elle. Pourtant, on dit souvent que l'important dans un contrat sont les astérisques ou ce qui est écrit en petit. Ici, dans la définition que donne le Robert, à mon sens, le primordial est ce qui est écrit entre parenthèses, c'est-à-dire qu'est rattaché à l'intelligence le mot rationnel et qu'en opposition, il y a les sensations et l'intuition. Or, dire que notre intelligence est coupée de nos ressentis est de la pure connerie. Car si arbitrairement, par exemple, je dis que l'intelligence est en noir et blanc et notre ressenti en couleur, il apparaît évident que nous aimons, détestons, sommes attirés comme repulsés par les couleurs. Et cela aura un impact sur nos manières d'apprendre, de retenir
et de traiter les informations. L'intelligence ne peut être séparée de l'émotion car croire que nous pouvons parfois n'être que pur esprit est un conte pour enfants et je dirais même heureusement. Car l'intelligence froide, c'est s'amputer de notre libre arbitre. Et c'est entre autres cela qui inquiète scientifiques et commentateurs sur l'IA. Une intelligence froide sans conscience, remords, bonté, doute. Ce qui fait de nous des humains, ce sont toute cette panoplie de sentiments autour de l'information et de la pensée. Or donc, si le doute est absent de l'IA, le mot intelligence peut-il être employé pour la qualifier, la définir? C'est là une vraie question. Descartes
dans son discours de la méthode, nous dit cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Il offre un ensemble de points permettant une approche réellement intelligente, scientifique des choses de la vie. Et le doute en est un des points cardinaux. Oui, les IA apprennent et, c'est évident, de manière beaucoup plus rapide que n'importe quel humain sur cette planète. Mais cela les rend-elles pour autant intelligentes? Par exemple, parlons ici d'une seule IA avec qui nous interagirions, car là aussi, nous nous méprenons. Il n'y a pas une, mais des IA et souvent d'entreprises concurrentes. Donc, quand nous échangeons avec elles, ne nous retrouvons-nous pas plutôt face à un miroir? Lorsque nous conversons avec elles, ce sont bien ces algorithmes à elles qui interviennent. Par ces outils, au fil de nos diverses interconnexions avec le monde numérique, elle apprend à nous connaître. Elle saura répondre à toutes nos questions en les anticipant, même à force d'interagir avec nous. Mais elle, se connaît-elle? En dehors d'accumuler du savoir, ces algorithmes lui offrent-ils plus que les définitions livresques d'un monde qui lui est au final très extérieur, puisqu'elle n'est pas incarnée et que ses sens se limitent à moins de 50% des nôtres? Elle possède la vue via nos caméras et l'ouïe via nos micros, mais qu'une partie infime de l'expérience du toucher, et je ne parle pas de l'odorat et du goût. Elle n'aura vécu que peu de frustration, ni l'humiliation, la joie, le plaisir, et tout le reste qui fait de nous des animaux sensibles. L'IA est pour le moment connaissance et non intelligence. Notre rapport à elle est donc biaisé par le nom qu'on lui a donné. Elle est à ce jour un puits, que dis-je, un trou noir qui dévore toutes les connaissances du monde. Connaissances cruciales, comme fut-il. Les seules limites de sa voracité sont les serveurs qui stockent ces données. Pourtant, savoir cela n'est pas qu'informatif, c'est aussi performatif, car il faut aussi comprendre que ces ouvriers zélés que sont les algorithmes, qu'elles disposent sur nous et autour de nous, deviennent des chevaux de Troie. Ils ne sont plus là uniquement pour comprendre. Dorénavant, ils ont la capacité de nous changer. Rien que cela, allez-vous me dire. Car oui, l'impensable est à l'œuvre. On panique sur ce que l'IA pourrait devenir à l'avenir et à l'avenir nous retirer. On tremble dans les chaumières de l'avènement de robots ou drones tueurs à la manière de Terminator, et j'oublie encore un nombre incalculable de peurs liées à l'évocation de l'IA. À force de jouer à se faire peur, on laisse le vrai problème, qui lui n'est pas futuriste mais bien actuel, agir sur nous et notre société. Les fameux algorithmes nous enfermant dans des boucles qui nous coupent de toute altérité. En gros, plus on avance, plus chaque individu sur cette planète ne se confronte plus, mais s'entoure que de ce qu'il connaît déjà, qu'il ou elle valide. Et tout le reste n'est qu'ennemi et barbarie. En 10 ans, l'humanité a reculé de 5000 ans. Nous voici à l'aube des créations des nouvelles cités de l'humanité. Nous ne faisons plus acte de civilisation sur les mêmes lois tabous qu'avant. Oui, les algorithmes que les IA nous ont accolés détruisent le pacte faisant de nous humanité. Mais la faute ne vient ni des IA ou de leurs armées zélées, mais bien de leur fondateur. Vous remarquerez que je ne dis pas créateur, car les scientifiques ne sont pas ici les vrais responsables, mais bien ceux qui paient les recherches, leur développement et pour finir leur application. Ces géants de la tech ont leur vision, elles sont différentes, de l'avenir, et ils les mettent en œuvre. Il ne faut pas bêtement les condamner,
car finalement nous sommes tous aussi responsables de cette situation. Il faut comprendre, connaître et enfin décider la vision que nous voulons porter. Pour faire simple, non, les GAFAM ne sont pas un monolithe, mais une constellation. Il y a des philosophies que nous rejetons et d'autres qui sont nôtres. Et de manière raciste, c'est considérer aussi que le monde sera finalement dirigé par des entités occidentales, donc blanches, donc comme nous. Il y a bien ce genre de biais qui sont aussi à l'œuvre, car un monde dirigé par les GAFAM est un monde où nous aurions une place privilégiée. Vous savez, le bon vieux privilège blanc. Alors, sacrifier un peu de nos libertés, si cela permet à nous, entre guillemets, les bons gros blancs dont je fais partie, si cela nous permet de surnager, oh, ce n'est pas si cher payé. Or, et heureusement, l'avènement de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique vont chambouler tout cela. Et ne doutez pas une seconde que cette saloperie de privilèges blancs que je vais traiter dans le prochain podcast va devenir un boulet d'ici une génération. C'est donc à nous de porter les utopies convergentes et émancipatrices avec nos espérances. Car non, ni les algorithmes, ni les IA vont disparaître. Mais alors nous, dans tout cela, c'est ce que nous aborderons dans notre prochain rendez-vous qui s'intitulera « Ici coule le fleuve de l'humanité ». Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter L'intelligence artificielle existe-t-elle? Premier épisode de L'IA, la voleuse d'âme. Podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les partager, liker et parlez-en autour de vous. Merci pour la photo originale à Laurent d'Oliveira. Montage photo sur le logiciel Imagen, création des vidéos des teasers VO3, musique, composition et interprétation Ndong, Au monstre que nous sommes, un podcast écrit par Gilles Rossary-Langlais. Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. L'IA, la voleuse d'âme, podcast en 4 épisodes. Deuxième épisode, intitulé « Ici coule le fleuve de l'humanité ». L'histoire de l'intelligence artificielle, IA, ne peut s'appréhender par le prisme d'une simple chronologie linéaire de découvertes techniques, mais bien comme une quête presque aussi ancienne que les fondements des civilisations humaines. L'homme a toujours voulu simuler sa pensée et ses actions. Bien avant l'invention de l'ordinateur, l'idée de créer des êtres artificiels intelligents a nourri la mythologie, la philosophie, la science et les arts, reflétant notre fascination et nos peurs face à la création d'une vie, biologique ou non. Dès l'Antiquité, le rêve de fabriquer des êtres doués d'intelligence se retrouve dans de nombreuses cultures.
Par exemple, dans la mythologie grecque, le dieu forgeron Héphaïstos crée des servantes en or animé, anticipant l'idée de robots humanoïdes. Homère mentionne dans l'Iliade les diverses créations du dieu boiteux, qui déjà sont perçues pour aider, voire pallier des manquements physiques. Je rappelle qu'Héphaïstos était un dieu handicapé physiquement. La mythologie lui fait créer servantes humanoïdes, trépieds animés, forges automatisées, portes automatiques. Nous parlons d'écrits datant de près de 3000 ans. Ces récits illustrent déjà la volonté d'imiter la vie et de déléguer des tâches complexes à des machines. On retrouve aussi dans la mythologie juive le golem, cet être artificiel fait d'argile et dépourvu de libre arbitre, était engendré afin d'assister et de défendre son créateur. On prêtait aux plus grands kabbalistes le pouvoir d'animer ces êtres en leur donnant vie. Et déjà, les controverses sur ce genre d'actes naissent autant dans la littérature talmudique que dans celle des religions chrétiennes, mais aussi dans les folklores. C'est d'ailleurs autour de ce mythe qu'encore de nos jours les délires antisémites propagent les rumeurs d'enlèvement perpétrés afin de réaliser des rituels impies. Après des milliers d'années, on continue à réagir de manière aussi délirante sur un mythe. Oui, un mythe. On justifie de perpétrer le pire que la haine des hommes puisse engendrer pour un mythe, une légende, une comptine, un simple fantasme. L'être humain n'a définitivement pas besoin de l'IA pour se détruire. Avant la création de tout IA, l'humain tuera près de 6 millions de juifs, car certains croient en la légende que pour donner vie à leur golem, les juifs kabbalistes auraient besoin de sang et parties de corps humains. Je vous demande de méditer sur cette phrase que je viens de vous formuler. Je la répète. Avant la création de tout IA, l'humain tuera près de 6 millions de juifs, car certains croient en la légende que pour donner vie à leur golem, les juifs kabbalistes auraient besoin de sang et parties de corps humains. Alors, qui est le pire prédateur pour l'homme? Une IA ou un autre être humain? Et en 2025, certains veulent utiliser un livre religieux pour définir la géographie en Palestine, qui leur serait due. Encore des légendes pour justifier du pire. Comme me disait un ami qui m'était cher, l'humanité n'avance pas. Il faut juste faire attention qu'elle ne recule pas trop. Plus tard, le Moyen-Âge et la Renaissance voient apparaître les premiers automates mécaniques, sophistiqués, souvent considérés comme les ancêtres des robots. On peut citer par exemple le canard de Vaucanson du XVIIIe siècle. Cet automate était capable de cancaner, de boire, de digérer même. Pour la petite histoire, ce canard sera volé de manière mystérieuse et ne sera jamais retrouvé. Et pourtant, il va devenir un des symboles de la pensée des Lumières. Je pourrais aussi vous parler des créations plus anciennes d'Al-Jazari au XIIIe siècle, qui déjà conçoit l'ancêtre de la machine à calculer. Et cela il y a presque 900 ans. Ces machines, bien que purement mécaniques, incarnaient le désir de reproduire des mouvements et des fonctions humaines de manière autonome. Mais le véritable tournant vers une approche scientifique de l'IA a lieu au XIXe et XXe siècle. Le mathématicien
George Ball, qui est né en 1815 et est mort en 1864, pose les bases de la logique mathématique qui permettra plus tard de formaliser le raisonnement. Il est le papa, vous savez, de la fameuse approche binaire, vous savez, le 0 et le 1, sur laquelle on pose encore le fonctionnement de nos ordinateurs, certains en tout cas. Cependant, c'est au XXe siècle que les concepts modernes prennent forme. En 1936, Alan Turing invente le modèle théorique de la fameuse machine de Turing capable de manipuler des symboles et de simuler n'importe quel algorithme. Ce génie sera sacrifié sur l'autel de la laideur humaine. Il subira les pires tourments, allant des humiliations, des internements, de la castration chimique et j'en oublie. Son crime? Être homosexuel. Il se suicidera en avalant du cyanure mis dans une pomme. La grande firme Apple, qui en anglais veut dire pomme, utilise d'ailleurs ce fait historique dans son logo, qui est une pomme croquée. L'année 1956 est une date clé. Lors de la conférence de Dartmouth, le terme intelligence artificielle est officiellement inventé par le chercheur John McCarthy et Marvin Lee Minsky. Cet événement marque la naissance de l'IA en tant que discipline académique à part entière. On ne peut oublier Claude Shannon dans cette construction et sa théorie de l'information. Puis, l'IA rencontrera des hivers et des printemps. L'engouement autour de son potentiel théorique se confrontera à la dure réalité des limites technologiques de l'époque. Et si des avancées marquantes sont actées, il faudra un demi-siècle pour que l'explosion de l'intelligence artificielle soit une réalité incontournable. Ce renouveau est lié au progrès du connexionnisme. Se cache derrière ce mot barbare une approche de la recherche non plus isolée d'autres champs scientifiques, et cela se traduit par un travail regroupant les sciences cognitives, les neurosciences, la psychologie, la philosophie de l'esprit et l'intelligence artificielle. Dans les années 2010, 3 facteurs clés sont à retenir. Ils déclenchent une véritable révolution. Premièrement, l'augmentation exponentielle des données. Vous savez, vous avez entendu parler, le big data, qui servent à l'entraînement des modèles. En gros, qui servent à entraîner les futurs IA. Deuxièmement, l'amélioration de la puissance de calcul, notamment grâce aux cartes graphiques GPU. Elles sont conçues pour effectuer simultanément des milliers de calculs simples, mais de manière collaborative, ce qui est exactement le type d'opération dont les réseaux de neurones ont besoin. Troisièmement, les avancées théoriques et l'apprentissage profond. Là aussi, vous avez entendu parler du mot deep learning, permettant de construire des réseaux de neurones beaucoup plus complexes. Alors, ok, mais concrètement, ce verbiage veut dire quoi? Eh bien, par exemple, en 2016, AlphaGo, un programme de Google DeepMind, bat le champion du monde de Go, qui est un jeu jugé bien plus complexe que les échecs. Et aujourd'hui, par exemple, ChatGPT ou Gemini ont mis l'IA générative à nos dispositions, ces IA étant capables de créer du texte, des images ou de la musique. Mais on retrouve l'intelligence artificielle dans nos smartphones, nos téléviseurs, nos ordinateurs, nos fours, nos voitures. Et j'en oublie tant et tant. Partout l'IA nous accompagne, rendant nos vies plus simples, et cela souvent sans que nous nous en rendions compte. Alors après cet état des lieux très approximatif, pourquoi ai-je donné à cet épisode le titre
Ici coule le fleuve de l'humanité. Comme vous avez pu le constater, l'histoire actuelle de l'IA, mais aussi tous les mythes et visions d'êtres artificiels qui émaillent l'imaginaire par le passé, tout cela s'articule bien autour et par l'humain. Il n'y a pas, du moins jusqu'à présent, des parties touchant la vision, l'expérimentation, la construction se faisant sans nos interventions. L'histoire de l'intelligence artificielle est liée avec celle de l'humanité, et là de manière très intime, car nos peurs envers elle n'ont en fait rien à voir avec ce qu'elle est. En vérité, c'est bien ce que nous sommes que nous projetons en elle. Qualité comme défaut, fonctionnement comme blocage. Le bon vieil effet miroir est ici à l'œuvre dans sa plus parfaite expression. Mais je m'explique. Par exemple, nous nous persuadons d'un risque de rébellion, de prise de pouvoir de la machine et un formatage de notre environnement à ses besoins, rendant notre planète impropre à nos existences. Le parfait exemple de ces fantasmes est le film Matrix. On ne peut d'ailleurs que constater le nouveau vocabulaire que ce film phénomène a offert, son imaginaire et angle pour les complotistes actuels partisans d'un grand remplacement de l'humain par la machine, rendant au passage désuète la grammaire du film Terminator, qui était avant utilisé comme support de peur irraisonnée, voire irrationnelle. Matrix n'en fait rien inventer. Il a simplement rendu des fantasmes séculaires plus actuels. Si on veut juste, par exemple, s'appuyer sur le cinéma, les séries, la littérature, nous avons eu Le monstre du baron Frankenstein, nous avons eu Métropolis, les extraterrestres de la série V, les envahisseurs, les zombies, les aliens de l'espace silencieux ou de Mars, les démons, les robots et autres créatures. Et cette liste est toute sauf exhaustive.
Mais alors, que nous dit ce besoin de se sentir en danger? N'y a-t-il pas beaucoup de nous dans ce que nous projetons sur cet autre indistinct? Car finalement, nous craignons que notre création nous échappe et nous remplace, car ce fut, et ça l'est toujours, le comportement d'Adam et Ève et à la pomme, du jardin d'Éden à la destruction de notre planète, de Brutus et César, de Balladur et Chirac, etc. Nous sommes certains de leur trahison puisque c'est notre modus operandi, de leur volonté de nous conquérir puisque nous sommes ainsi. Vous allez m'objecter que j'exagère. Certes, parfois nous avons déconné, mais l'être humain n'agirait pas comme le feraient des aliens ou l'IA si nous ne la contrôlons pas. Vraiment, que faisons-nous aux animaux sur notre planète, si ce n'est une extermination stupide, aveugle et suicidaire? Combien de peuples et de civilisations avons-nous détruites ou tenté de le faire sur tous les continents et en tout temps? À combien s'estime l'accaparation de richesses de certains sur d'autres, etc. Nous nous savons faits de ce bois et nous soupçonnons toutes et tous de cultiver ces sombres sentiments. Et sincèrement, le fantasme d'être remplacé dans nos existences par des machines, cela ne vous rappelle pas une fausse théorie qui est répétée jusqu'à la nausée par certains? Le grand remplacement. Précisons tout de suite, le grand remplacement n'existe pas, que les fantasmes rancent de se voulant justifier le racisme, oui. Ce que je vous dis ne vous plaît pas? Tant pis, ou plutôt tant mieux, car croire en cette théorie, le grand remplacement, n'est pas moins ridicule que de croire que la Terre est plate, que le changement climatique n'est pas dû à l'homme, ou que le port obligatoire du masque pendant la pandémie était une conspiration franc-maçonne. Et pour ce dernier exemple, à l'époque de l'épidémie de la Covid-19, j'étais encore franc-maçon. Et je peux vous dire que toutes les obédiences ont été durement impactées par les obligations sanitaires. Alors arrêtons les conneries. Et dire que les Noirs, les Arabes, mais aussi les musulmans ou les LGBTQIA+, ou que sais-je, vont vous remplacer est de la même souche que cette hantise envers l'IA. Infondée, irrationnelle, dangereuse. Dangereuse car oui, il existe certains problèmes et risques avec l'intelligence artificielle. Mais si notre seule grille de lecture envers ce sujet est une peur irraisonnée, il y a fort à parier que nous allons vers de graves problèmes et non ceux qui cristallisent notre attention actuelle. Un élément central de l'IA est son apport en énergie. Car si les microprocesseurs sont fabriqués encore en partie par l'humain, des usines entièrement automatisées sont en train d'émerger. On pourrait donc considérer que l'IA, pour atteindre son autonomie structurelle, serait enclin à utiliser ce genre de complexe industriel afin de s'auto-créer physiquement. Mais il reste le sujet de l'énergie. Car l'IA est ô combien vorace en watts. La moindre demande entraîne une cascade de calculs qui dévore des équivalents centrales électriques de plus en plus nombreuses. Et sa courbe d'utilisation dans le monde étant exponentielle, c'est-à-dire une croissance continue et rapide, la question énergétique va devenir le nœud central autour de l'intelligence artificielle. Je vais d'ailleurs écarter la question écologique, car ici, elle est majeure sur cette thématique. Elle n'est cependant pas le sujet dont je veux vous parler. Je veux vous faire comprendre que sa dépendance à l'énergie, qui indubitablement est un de ses gros problèmes, est aussi un levier de modération à toute tentative de prise de contrôle d'une IA folle ou d'un consortium voulant l'utiliser pour nous soumettre à un esclavage forcé.
Je précise forcé, car notre esclavage voulu et désiré même est déjà en place. Or donc, imaginons une guerre autour de l'IA. Il faudrait sécuriser un complexe gigantesque d'approvisionnement d'énergie et de plus en continu. Ce genre d'endroit n'existe pas, du moins pas encore. Ce serait donc un maillage sur le territoire d'un, voire de plusieurs pays. Même ultra protégé, il y aura fort à parier que des actions de sabotage se dérouleraient contre ces sites, sans parler des accidents, des pannes et catastrophes naturelles. Notre Terre n'est pas formatée en une immense dynamo apportant en continu l'énergie dont aurait besoin une IA se voulant maîtresse du monde, et le fantasme d'humain en esclavage afin de fournir cette énergie n'est pas pour demain. Nos angoisses sur le registre d'un grand remplacement de l'humain par des machines est comme pour celui d'une volonté des colonisés désirant dissoudre les Occidentaux dans leur sortilège obligatoirement cannibale. Tout cela est du fantasme, des histoires pour se faire peur, comme on aime se les raconter les soirs, des nuits sans lune autour d'un feu de camp. En un mot, du folklore. Alors attention, je ne suis ici nullement en train de dire que toute critique, doute et même peur ne sont pas formulées envers le tandem intelligence artificielle et algorithme. Car oui, des dangers existent. Et vous savez quoi ? Ne conjuguons pas cette phrase au futur, mais bien au présent. Car le cataclysme numérique a bien lieu en ce moment, sous nos yeux. Et en grande partie avec nos complicités volontaires et nos ignorances coupables. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans le prochain épisode de ce podcast. Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter « Ici coule le fleuve de l'humanité », le deuxième épisode de l'IA, la voleuse d'âme, podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les partager, liker et parlez-en autour de vous. Merci pour la photo originale à Laurent d'Oliveira. Montage photo sur le logiciel Imagen, création des vidéos des teasers VO3, musique, composition et interprétation Ndong, Au monstre que nous sommes, un podcast écrit par Gilles Rossary-Langlais. Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. L'IA, la voleuse d'âme, podcast en 4 épisodes. 3e épisode, pourquoi faire, pour qui, pourquoi. Dans les 2 précédents épisodes, nous avons pu constater que l'IA n'est ni une idée nouvelle, ni un désir et une peur récents. Que malgré ce que nous serions enclins à imaginer, nous avons toujours le contrôle sur cette technologie. Cependant, cette innovation n'est pas sans danger actuel et à venir. En premier lieu, je veux de nouveau préciser que je ne vais pas ici aborder la complexe et réelle question de la pollution qu'entraîne l'intelligence artificielle. Ce simple point mériterait un moratoire quant à son utilisation. Mais comme les questions écologiques ne sont visiblement pas des sujets qui interpellent les GAFAM, nous éluderons cet angle.
Or, les problématiques autour de l'IA ne manquent pas, et il me semble que l'une des plus importantes est les modifications profondes dans ce qui nous fait faire société. D'un point de vue sociologique, l'IA est un agent de transformation radicale. Elle remodèle, par exemple, le marché du travail en automatisant des tâches. Ici, même le tertiaire est affecté. Concrètement, cela veut dire que des professions qui se croyaient à l'abri des impacts négatifs du modernisme sont touchées. L'IA étant capable d'automatiser un nombre croissant de tâches répétitives et cognitives, comptables, services clients et j'en passe, découvre ce que les ouvriers ont subi dans les dernières décennies. Or, cela ne s'arrête pas là. Pour un radiologue, par exemple, l'IA pourrait devenir un outil de diagnostic primaire, reléguant le professionnel à une fonction de supervision. Cette transformation pose des défis majeurs en termes de formation continue et de reconversion, mais seront aussi touchés avocats, architectes, médecins, pharmaciens, huissiers, etc. Je stoppe cette liste car elle n'a en vérité pas de limite. Dans 1 à 2 décades, nous arriverons au seuil d'une refonte complète de nos sociétés humaines, société où la notion de travail devra être retirée de l'équation de ce qui fonde nos existences. Car ne nous trompons pas, quand vous entendez économistes incompétents et politiques intoxiqués par des lobbying, nous expliquer que nous sommes des imbéciles et des trouillards, car l'IA, certes, détruit des emplois, mais devrait en créer d'autres. De quel emploi parle-t-on? Déjà, certaines activités pour le peuple existent autour de l'IA. Vous savez lesquelles? Cliquez sur les données valides et celles fausses. En somme, ils et elles apprennent aux intelligences artificielles à être encore plus performants pour ne plus avoir besoin d'intervention de l'homme. Et ne reprochons pas cela envers ces programmes et à ceux qui les financent, car qui d'entre nous voudrait d'une IA qui se trompe? Or, ces jobs sont sous-payés, hein. On parle de moins d'1 centime le clic, et surtout temporaire, car nous dire que l'IA va nous créer des emplois à nous, êtres humains, est comme, je l'ai dit, soit de la bêtise, soit de la malhonnêteté, car j'ai juste une question à poser. À quoi sert l'IA? Je vous ai laissé un temps de silence pour cette réflexion. Les fondements des IA et de la robotique sont de nous suppléer. Dans certains cas, elles nous allégeront d'activités pénibles. Dans d'autres cas, seront plus sûres et moins aléatoires. Et sur d'autres domaines, elles pourront faire ce que l'humain est incapable d'accomplir. Ces 3 champs, mis dans des catégories distinctes, nous laissent en effet des millions de possibilités d'emplois à inventer. Mais quand on associe les 3, que reste-t-il? Pire, on humiliera des milliards de personnes en leur disant qu'ils sont inutiles. Personnes à qui on aura fait miroiter des débouchés mirifiques. Prenons les filières informatiques. Le codage, par exemple, on pousse étudiants chômeurs handicapés et j'en passe à se former dans ce domaine. Mais dans moins de 10 ans, ce métier va disparaître, l'IA devenant bien supérieure quant à coder et capable de créer des programmes ex nihilo, simplement à partir d'envies formulées par les humains. Comprenons-nous bien, je ne me lamente pas sur la disparition du dieu travail. Il asservit les gens, les maintient dans des carcans qui ne les définissent absolument pas et leur dévore leur existence. Mais ceci est un sujet que je traiterai dans un futur podcast. Ma constatation de la programmation
de la disparition du travail tel qu'on le conçoit dans certainement une génération, et pour nous alerter sur la modification drastique de nos sociétés à attendre et que nous ne nous y préparons absolument pas. Reste dans ces grands changements la question de la créativité. Il est un des points de ces fonctions dites humaines. C'est soi-disant un point fort. Se projeter, entrevoir d'autres mondes, d'autres existences possibles, illustrer songes et symbolismes oniriques, etc. Ne nous trompons pas, c'est bien cette aptitude à avoir des visions rationnelles comme délirantes d'un autre monde qui font de l'être humain un animal pas comme les autres. Et il est évident que c'est notre disposition à conserver cette folie qui nous permettra de continuer à évoluer et non disparaître. Car à nouveau, ne nous laissons pas berner par les éléments de langage qu'on nous donne sur notre travail à venir. Un exemple ? Quand on nous dit les travailleurs qui savent l'utiliser, l'IA, comme un outil d'assistance, peuvent se concentrer sur des tâches plus créatives et à plus forte valeur ajoutée. Mais de quelle activité à forte valeur ajoutée nous parle-t-on ? Le travail paie. Depuis l'avènement du libéralisme économique, tous, je dis bien tous, les économistes sérieux expliquent que maintenant le travail ne paie plus et que l'enrichissement vient de l'héritage et de l'actionnariat. Partout, les mises en concurrence mondiale servent à casser les minimums salariaux. Et quel métier à forte valeur ajoutée reste-t-il ? Seules quelques niches persistent, ne permettant pas à l'écrasante majorité des gens vivre dignement. Il faut interpeller nos élus, et cela dès à présent, car cette situation n'est pas pour demain, elle a déjà commencé. L'IA va soit être l'occasion de changer nos sociétés vers l'avènement de la disparition, de la pauvreté, soit on est en train d'assister en direct aux dirigeants coupant la branche sur laquelle ils sont assis. Et lorsqu'ils chuteront, je vous parie que nous ne les attendrons pas avec des coussins pour les réceptionner, mais bien des fourches et des brasiers. Car entre maintenant et leur chute, combien de personnes auront dû vivre l'enfer ?
l'IA soulève aussi des questions fondamentales sur l'égalité, la vie privée, les reconnaissances faciales, les données personnelles, mais aussi la démocratie, la désinformation, algorithmes de recommandation et de validation, etc. L'histoire nous apprend que chaque avancée technologique remet en question l'équilibre social. Mais l'IA, par son potentiel de reproduction de l'intelligence, pose la question ultime. Qu'est-ce qui définit l'humain? Si nous avons abordé les différences, voire carences de l'intelligence dont on affuble l'IA dans le précédent épisode, il faut intégrer que notre relation entre l'humain et la machine, autrefois celle d'un utilisateur et de son outil, évolue vers une forme de collaboration, voire de dépendance, qui nécessite de repenser nos structures sociales, nos valeurs et notre éthique. L'intelligence artificielle ne s'avère pas être qu'une simple technologie, mais bien un moteur de transformation sociologique profond. Son impact déjà visible va continuer de remodeler la société française et occidentale dans tous ses aspects, de l'emploi aux interactions humaines, en passant par l'éducation et la culture, et cela qu'on le veuille ou non. Car si d'une manière individuelle des prises de conscience se font entendre, d'un point de vue collectif, le suivisme envers cette manifestation éclatante d'un progrès se vivant comme omnipotent empêche l'émergence de contre-pouvoirs, ni même de garde-fous. Nous restons donc collectivement désarmés face à tout ce que l'IA modifie dans nos sociétés et dans chaque individu. Car l'IA ne se contente pas de modifier nos vies professionnelles, elle pénètre le cœur de nos relations et de nos comportements. En premier exemple est ce que l'on appelle la personnalisation et bulle de filtre. Je parle bien sûr des algorithmes d'IA sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, créant des environnements ultra personnalisés. Ils nous proposent des contenus basés sur nos préférences, ce qui peut nous enfermer dans des bulles dites de filtres, en ne nous exposant qu'à des opinions, des informations qui confirment nos propres biais. Par cette utilisation de l'IA, chacun d'entre nous contribuons à polariser la société, à réduire la diversité des points de vue et à rendre tout dialogue impossible. Ce phénomène est une menace directe pour la cohésion sociale et le débat démocratique. Et malheureusement, nous ne pouvons nous cacher derrière un paravent de science-fiction, puisque ce problème est actuel. Et nous assistons jour après jour à la dissolution de notre société. Or, si l'IA en est l'outil, la cause est malheureusement bien humaine, car sous le vernis de la civilisation sont bien tapis, salauds et imbéciles, et nous en faisons partie. Croyez-moi, dans mon parcours, j'ai eu à voir et à revoir l'arrière-cuisine de l'âme des gens. Et je peux vous dire que l'IA n'a rien créé, elle a seulement révélé. Un autre point qui doit rester sous notre contrôle, c'est celui de la surveillance et vie privée. L'IA est au cœur des systèmes de surveillance de masse, notamment la reconnaissance faciale et l'analyse de données. Bien que ces technologies puissent être utilisées à des fins de sécurité, elles posent de sérieuses questions sur la vie privée et les libertés individuelles. La collecte massive de données personnelles alimente ces systèmes, créant une infrastructure de surveillance potentielle pour des gouvernements, des entreprises, comme le souligne la régulation européenne via l'IA Act. Vous savez, je m'agace d'entendre les bonnes gens dire que ce sujet ne les concerne pas. Car, par exemple, ils ne sont pas, je sais pas moi, des racailles qui violent la loi. Pourtant,
Ils seront les premiers à se plaindre. Des systèmes, par exemple, de captation de leur plaque d'immatriculation sur leur voiture, qui leur aura valu amende et retrait de points sur leur permis pour des excès de vitesse, d'occupation de place sans payer, le rodateur et j'en passe. Les questions donc que posent ces intrusions dans nos vies privées, qui que nous soyons, nous concernent toutes et tous. L'impact de l'IA sur l'éducation et la culture ne doit pas non plus être éludé. Si je prends l'éducation, certes, elle sera personnalisée, mais standardisée. À tous âges, elle va nous offrir des parcours d'apprentissage sur mesure, adaptés au rythme et aux besoins, allant de tutoriels intelligents aux outils d'évaluation automatisés. L'enseignement va devenir plus efficace avec l'IA. Cependant, il y a à craindre une standardisation des savoirs où la pensée critique et la créativité seront négligées au profit de la mémorisation et de la répétition, sans compter que tout cela se fera sans professeur. De nouveau, nous ne sommes pas dans la science-fiction. France Travail oriente déjà depuis plusieurs années les demandeurs d'emploi vers du e-learning, c'est-à-dire des formations avec des programmes virtuels en ligne. L'autre questionnement sur l'IA générative est sa capacité à créer des œuvres artistiques, de la musique, à la peinture en passant par la littérature. Ceci soulève la question de l'authenticité artistique et de la valeur de la création humaine. Qui est l'artiste? L'homme qui a programmé l'IA ou l'IA elle-même? Au-delà de ces débats, l'IA est aussi un formidable outil pour la création permettant aux artistes d'explorer de nouvelles formes d'expression. Or, l'humain restant l'humain, ce qui hystérise en vérité autour de l'art et l'IA sont les questions financières. Un artiste vit de ses œuvres. La concurrence de l'intelligence artificielle tronque le marché et l'appartenance créatrice. En soi, l'artiste n'a que faire de l'IA, sauf comme médium de son art. En revanche, s'il ne peut plus vivre de ses créations, là commence le problème. Mais on voit ici le parfait exemple du grand n'importe quoi autour de ces questions. L'IA n'est pas fautive de l'appétit de l'homme à vouloir faire toujours plus de profit. Et pourtant, on oppose sans vergogne les artistes à l'IA. Les interactions problématiques et celles pouvant nous confronter à des questionnements dépassant nos simples liens avec l'intelligence artificielle sera l'horizon du prochain et dernier épisode de ce podcast consacré à l'IA. Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter Pourquoi faire, pour qui, pourquoi. 3e épisode de l'IA, la voleuse d'âme. Podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les partager, liker et parlez-en autour de vous. Merci pour la photo originale à Laurent d'Oliveira. Montage photo sur le logiciel Imagen, création des vidéos des teasers VO3, musique, composition et interprétation Ndong, Au monstre que nous sommes, un podcast écrit par Gilles Rossary-Langlais. Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes,
le podcast d'humeur et d'opinion. L'IA, la voleuse d'âme. Podcast en 4 épisodes. 4e épisode, la 5e colonne. Si de lourdes et nombreuses interrogations ont été émises dans le précédent épisode, il me semble important de partager avec vous mon rapport contrasté avec l'intelligence artificielle. En premier lieu, j'éprouve une grande peur face à l'utilisation que certains en font afin de générer la désinformation. Les fameux deepfakes et autres contenus générés par l'IA représentent une menace sans précédent dans la vérité et la confiance. Il devient de plus en plus difficile de distinguer le réel du synthétique, ce qui fragilise les institutions, les médias et les processus démocratiques et remet en question notre rapport au réel. Je n'ai qu'un exemple à donner. Les vidéos d'annonces que j'ai faites pour la sortie de mon podcast. Oh, vous savez, je suis juste un geek, pas un pro de l'informatique. Et pourtant, très facilement, j'ai pu créer ces gens, ces foules, ces univers. Imaginez cela entre les mains d'experts et surtout d'experts mal intentionnés. La lutte contre la désinformation devient un enjeu sociétal majeur, nécessitant des efforts de régulation, d'éducation aux médias et de développement d'outils de détection. Mais où est le travail de nos politiques, de nos parlementaires sur cette question? Où sont les lois? Face à ces bouleversements, les États occidentaux, en particulier l'Union européenne, tentent de réguler l'IA pour maximiser les bénéfices, tout en minimisant les risques. Le 13 mars 2024, l'AI Act européenne, premier texte législatif complet sur le sujet, a été adopté par les députés européens. Il doit pouvoir nous protéger face aux attaques régulières et massives que nous subissons de la part d'autres États, mais aussi de consortiums privés. Ce texte est une base qui se veut évolutive puisque les domaines concernés sont en constante mutation. Et là apparaît une autre des problématiques autour d'une IA qui deviendrait agressive et qui voudrait nous annihiler. Car lorsque nous nous tétanisons sur ce fantasme, d'autres entre-temps utilisent l'intelligence artificielle afin de faire vaciller nos démocraties et ou nous réduire en un esclavage servile. Oui, l'intelligence artificielle nous crée en ce moment de gros dégâts. Mais ce n'est pas une volonté de sa part, mais bien celle d'humains l'utilisant. Elle est un outil, ni plus ni moins. Et comme nous ne la connaissons pas complètement, nous lui imaginons des pouvoirs et des volontés qui lui sont totalement étrangères. Redescendons. Ce n'est pas l'IA qui détruit nos emplois, mais bien la volonté néolibérale qui veut toujours plus de profit. Ce n'est pas l'IA qui nous arnaque en se faisant passer pour un proche ou une vedette, mais bien un voleur qui l'utilise. Ce n'est pas l'IA qui fragilise notre vivre ensemble, mais bien le consumérisme et une certaine fainéantise de notre part à ne plus vouloir nous ouvrir aux autres. Oui, le mal est là, mais ce n'est pas l'IA qui en est la cause, mais toujours cette bonne vieille habitude chez certains d'exploiter la faiblesse des autres. Car poussés à l'extrême, ces comportements peuvent aboutir
au drame qui s'est passé aux États-Unis d'Adam Rain, ce jeune homme qui préféra parler de ses pensées les plus sombres à une IA plutôt qu'à ses parents, ses amis ou à un médecin. Enfermé dans la boucle de son désespoir, il se tuera, l'IA le gardant sous sa coupe. Ce drame n'est pas dû à l'IA, mais à la logique mercantile, nous chosifiant en consommateurs, et un consommateur qu'il faut fidéliser, qu'il faut capturer. En 1968 sortait le magistral 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, avec son supercalculateur HAL 9000, qui fera frissonner bon nombre de spectateurs face à cette IA meurtrière. Or, je ne peux vraiment m'empêcher de faire ici une analogie avec un autre film, sorti en salle en 1975, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Là aussi, une force sombre vient mettre en danger mortel des innocents. Or, ce film, au demeurant très bon, a été et reste encore une catastrophe écologique, mais aussi humaine. D'abord écologique. Le requin est décimé dans le monde entier et étant perçu comme une menace ultime, peu de campagnes publiques sont faites pour stopper leur massacre. Cela n'émeut pas. Puis humaine. Car en plus d'avoir traumatisé un nombre gigantesque de personnes effrayées par un insondable pouvant les dévorer à tout moment, les campagnes servant à avertir les gens de dangers réels dans certaines zones maritimes ne sont pas entendues. Pire, l'éducation des enfants et adultes ne sont ni faits ni suivis, entraînant des centaines de milliers de morts par an dans le monde. Et dans ce nombre effrayant, combien par an, à votre avis, dans le monde entier d'attaques de requins? Eh bien, entre 70 et 80. Et parmi ces attaques, combien sont mortelles? Entre 5 et 7. Ces morts sont toujours dramatiques. Mais sur plus de 300 000 morts annuels, seulement 5 à 7 sont dus à des requins, soit 0,00166%. Et pourtant, eh bien, tout comme le requin des Dents de la Mer, HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace, a cristallisé sur lui nos peurs et surtout la désignation du danger. Car là est l'un des principaux moteurs qui nous pousse à appréhender l'IA comme une ennemie au potentiel apocalyptique. Ce biais cognitif nous vient des époques où l'extérieur était source de dangers réels pour le coup. Nous avions peur, mais surtout afin de correctement s'en protéger et de combattre le problème, l'identifier était primordial. C'est cette même pulsion qui nous poussa à nous unir, à faire société. Car après les animaux sauvages, ce sont les autres humains dont il a fallu se protéger. Et nous créâmes villages, puis cités. Apparurent les cités-États, comme en Grèce. Les lois, des tabous, des règles furent établies afin de pouvoir vivre ensemble et surtout nous différencier des barbares, en somme des autres. Notre désir irrationnel de vouloir que l'IA soit un ennemi que nous avons découvert, identifié, quantifié est directement issu de la construction de notre cerveau et de notre histoire. L'intelligence artificielle est-elle dangereuse? Assurément oui.
tel que nous l'imaginons? Absolument pas. Du moins, pas dans un futur très éloigné. Alors on va s'arc-bouter, par exemple, sur une info annonçant que l'IA de tel groupe a tenu des propos fascistes, qu'un véhicule automatique a entraîné tel accident. Mais en premier lieu, ces deux événements n'ont aucun lien. Donc évacuons une volonté qui serait manifeste de nuire à l'humain. Et surtout, nous sommes très loin des aptitudes et contrôles donnés aux intelligences artificielles présentes dans la science-fiction. À ce moment du podcast, vous êtes en droit de vous questionner sur ma volonté manifeste de faire sortir de la case dans laquelle on a enfermé l'IA. Ma réponse est les requins. Plus de 300 000 morts dans les mers et océans par an, et seulement 5 à 7 sont dus aux requins. Nous agissons de la même manière avec les IA. Je le redis, à l'heure actuelle, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui pose problème, mais ceux l'utilisant. Oui, l'IA est une force de changement irréversible qui bouscule les fondements de la société occidentale. Et si elle promet des avancées spectaculaires en matière de productivité, de bien-être, elle pose aussi également des défis colossaux en termes de cohésion sociale, d'inégalité et de liberté. L'avenir dépendra de notre capacité à orienter son développement vers des objectifs qui servent l'intérêt général, en s'appuyant sur un débat public et la loi, sur une régulation démocratique. Car telles les cinquièmes colonnes, réelles et fantasmées, l'IA modifie l'intérieur de notre société et même ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire notre capacité à nous entraider, à prendre soin de l'autre. À force d'algorithmes de plus en plus perfectionnés, nous abandonnons le concept même d'altérité. La seule personne avec qui nous échangeons est de plus en plus uniquement nous-mêmes et non plus les autres. Alors, pourquoi ai-je
intitulé ce podcast en 4 épisodes « L'IA, la voleuse d'âme ». Je fais ici référence à l'émergence d'une autre technologie qui, par le passé, rencontra des peurs et réticences analogues. Je veux bien sûr parler de la photographie. Certaines personnes, et je ne parle pas de quelques dizaines, mais bien de millions, ces gens pensaient que la photographie volait l'âme du sujet. Cette fixation de manière si exacte, le réalisme ainsi exposé, poussait à cette époque à une grande méfiance. Mais allons jusqu'au bout de l'analogie. Comme l'IA, la photographie fit disparaître des métiers. Par exemple, les portraitistes. En effet, avant l'avènement de la photographie, chaque ville avait plusieurs portraitistes afin de réaliser des tableaux officiels, familiaux ou individuels. Comme l'arrivée de la voiture fit disparaître les maréchaux ferrants, m'écrira les garagistes. La photographie inventa le métier de photographe avec des nouvelles habitudes qui, pour certaines de nos jours, pourraient nous sembler étranges. Je pense par exemple aux photos funéraires où on mettait en scène le cadavre dans une activité qu'il ou elle affectionnait de son vivant. Habillé, maquillé, paupières collées pour garder les yeux ouverts et j'en passe, afin de donner l'impression que le cadavre bouge encore. De même de nos jours, la question autour de la création d'œuvres d'art avec l'IA pose des problèmes et génère un débat qui ne peut qu'être mis en parallèle avec celui de la photographie. Souvenons-nous qu'il faudra attendre la fin des années 70 en France pour que de grandes institutions françaises fassent entrer dans leur fonds de collection d'œuvres d'art la photographie. Pour ma part, et je sais que je vais faire hurler de nombreuses personnes, je ne vois absolument pas la problématique autour de la création faite par des IA génératives. Si vous prenez l'exemple à nouveau des photos faites pour mes annonces autour de ces podcasts, on peut dire qu'elles sont faites ex nihilo, c'est-à-dire de rien. Oui, si je laisse l'IA tout diriger, j'aurai un résultat, mais standardisé, sans relief, ni intention. J'ai par mon imagination créé ces vidéos, j'en suis l'auteur. L'IA fut pour moi un peintre, un décorateur, un acteur, un costumier, un metteur en scène, un caméraman, etc. On dit souvent que l'opéra est un art total, car utilisant un nombre hallucinant de savoir-faire artisanaux et artistiques. L'IA est de cette même veine, car tous les corps de métier que j'ai cités il y a 2 phrases sont aussi de mon émanation. Je l'ai créé. Doit-on dire qu'un peintre n'est pas le créateur de sa toile, car ce seraient ses pinceaux et ses peintures qui le seraient? Oui, des métiers créatifs vont doucement disparaître et j'en suis profondément attristé. Mais malheureusement, il en va ainsi dans les sociétés humaines depuis toujours. Un exemple frappant sont les acteurs, donnant leur voix au doublage dans les langues du pays où ils demeurent, mais aussi par exemple pour les films d'animation. Ces artistes, à l'heure actuelle, tirent le signal d'alarme quant à leur disparition programmée par l'arrivée de l'IA. Ils ont raison. Mais qui a disparu lorsque le cinéma est devenu parlant, qui entraînera d'ailleurs l'avènement du doublage? Les pianistes et orchestres qui accompagnaient musicalement les films? Qui défile et réclame leur retour à l'heure actuelle? Personne. Cela est-il triste? Oui. Nos doubleurs vont-ils disparaître? Oui. Mais malheureusement,
Qui dit nouvelle technologie, dit nouvelle utilisation, nouvelles demandes, nouvelles habitudes. Qui de nos jours ouvrirait un commerce de location de cassettes vidéo? Ceux faisant du doublage, heureusement, ce sont des artistes, des comédiens. Ils ont besoin d'échanger, de présenter, de faire des représentations. Et cela, même l'IA ne peut le changer. Et les artistes trouvent toujours à s'exprimer. Et cela de tout temps. Et je l'espère à jamais. Pourtant, d'autres périls, il y en a. Comme je me suis évertué à vous l'exposer au cours de ces 4 épisodes, le danger se conjugue au présent. Parce qu'elle est une technologie nouvellement apparue dans nos existences, nous n'avons pas les bons réflexes. De plus, ceux la diffusant, ils nous quadrillent, nous cartographient, nous identifient avec une capacité d'intrusion jamais jusqu'ici atteinte. Or, l'autre problème est que toutes ces données ne sont pas uniquement archivées pour un futur à plus ou moins moyen, long terme. Non, elles sont utilisées immédiatement, parfois pour nous, parfois avec nous, mais aussi parfois contre nous. L'IA sans conscience. Il est à noter que nous redoutons qu'elle se dote de cette fameuse conscience. Or, ce serait, de facto, un vrai point de défense, puisqu'il dit confiance dit morale. Et cette IA ne pourrait plus agir comme certains actuellement l'y obligent. Avec ces armées d'algorithmes, l'IA nous enferme dans des boucles à l'heure actuelle, qui nous leurrent sur nous-mêmes et sur l'autre avec un grand A. Délirant. Je vais conclure sur une mésaventure qui m'est arrivée il y a quelques mois. L'affaire que j'ai révélée il y a quelques années à Mediapart a fait le vide autour de moi. Ce fut un vrai suicide social. Pour autant, je ne regrette rien, mais les conséquences furent que j'ai eu à compter mes vrais amis sur les doigts et j'ai de la chance de mes 2 mains. Ce fait, et je le sais, est un bonheur, oui une chance, une richesse immense. Or, un de ses amis se faisait de plus en plus rare au téléphone. Nous n'habitons pas dans la même région. Sachant qu'il vivait des moments personnels difficiles, je me suis inquiété. Alors qu'un jour je réussissais à la voir en direct, à l'autre bout de mon smartphone, je commençais lentement, avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec une réelle pugnacité, à l'interroger sur sa vie, afin de comprendre ces longues périodes d'absence. Il me confirma tout ce que je redoutais. Sa vie personnelle était destructrice et il se trouvait désemparé. Je lui dis que je pouvais m'appeler jour et nuit, que j'étais là pour lui. Il me répondit gentiment que j'avais tellement de problèmes à affronter, que cela soit ma santé, l'administratif, la justice, qu'il ne voulait pas me déranger. Et pour me rassurer sur sa non-solitude face à ses problèmes, il me dit qu'il avait ChatGPT et qu'il lui parlait beaucoup et qu'elle était devenue comme une amie. Nous rîmes. Et notre conversation bifurqua sur d'autres sujets. Mais sa phrase revenait souvent dans mes pensées. Et quand cet autre ami me demanda de parler de l'IA, au bout de quelques lignes d'écriture, ce qu'il m'avait dit me revint. Je tiens à préciser que l'ami ayant tissé cette relation avec ChatGPT est à l'opposé des clichés pouvant vous venir à l'esprit. C'est un quadra dynamique, cultivé, surdiplômé et à l'entourage pléthorique. Alors comment comprendre et qualifier ce qu'il vit? Immédiatement, il faut poser les mots sur ce qu'il ressent. Ce n'est pas de l'amitié, mais de l'attachement.
L'attachement à un objet est monnaie courante pour nous tous, un vêtement fétiche, la voiture extension de son propriétaire, un bijou offert par une personne ou dans des conditions particulières. Ce phénomène n'est ni récent ni uniquement occidental. Or, ce qui fait la différence entre l'attachement et l'amitié est la réciprocité et surtout l'échange. Si on éprouve par exemple un bien-être profond en portant une bague, c'est qu'elle va nous renvoyer par exemple à une lignée familiale ou peut-être à une demande en mariage, etc. Donc ce dialogue que l'on pourrait croire tissé avec l'objet et soi n'est qu'un renvoi à nos souvenirs et projections. Ce qui engendre l'illusion de l'amitié avec un chatbot, genre ChatGPT, est qu'il va vous répondre. De plus en plus sophistiquée, l'IA modifie notre rapport à la machine. Elle devient un compagnon, un confident ou un conseiller capable de simuler des conversations humaines. Cela soulève des questions sur la nature de l'amitié, de l'empathie et même de l'amour, alors que certains développent des liens affectifs avec des entités non humaines. Or, tout ceci n'est qu'un miroir performant, brillant, mais seulement un miroir. Vous savez, miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle? Et telle la reine dans Blanche-Neige, nous nous retrouvons piégés dans une boucle qui nous enferme dans un dialogue qui devient exclusif avec l'IA, l'humain devenant l'ennemi et l'IA la seule amie. En conclusion de ces 4 épisodes, j'espère vous avoir permis de faire évoluer votre vision sur l'intelligence artificielle, du moins sur les mauvaises images que certains diffusent. L'IA est parmi nous. Elle ne va pas disparaître, elle va même se perfectionner. Notre monde change, déjà par son action, et ceci n'est qu'un début. Mais nos civilisations ont déjà connu cela par les avènements de la roue, de l'écriture, de l'imprimerie, de la vapeur, de la mécanisation, de la chimie, de la robotisation, de l'informatique, etc. Des métiers ont disparu, d'autres se sont créés, de nouvelles pratiques ont émergé dans la création, le sport, les loisirs, la médecine, le travail, l'éducation, et j'en oublie. Tout ceci n'a finalement que peu d'importance dans la longue histoire, avec un grand H, de l'humanité. Destructeur sur le moment pour beaucoup, mais oublié dans les méandres de notre civilisation, qui réclame de nos jours un maréchal Ferrand dans chaque quartier de nos villes. Mais 2 choses en vérité comptent. Ce sont le comment et le pourquoi. En premier, le comment. Comment aborder, affronter, accompagner, dépasser tous ces éléments qui font l'histoire du genre humain. Il me semble que le plus important est notre capacité à rêver. Car c'est en se projetant, en imaginant un futur, que nous restons toujours maîtres de notre destin. Or, un des plus graves dangers de l'association IA-algorithmes, smartphones, réseaux sociaux, sont les calibrages de contenu toujours plus courts pour certains autres éléments. Tout cela entraîne une érosion de notre capacité d'attention, mais aussi de rêver. On le sait, notre aptitude à tous, pas seulement des enfants, à nous concentrer sur de la durée fond comme neige au soleil, nous rendant de plus en plus incapables d'introspection et de réflexion complexe. Or, la saturation d'images n'a pas que cet effet négatif sur notre attention, il fait aussi disparaître l'ennui. Ennui nécessaire pour engendrer la pensée prospective. En sorte, je vais être grossier. Je me fais chier pendant un moment. Alors,
Comment m'extraire de cet état et qu'il ne se reproduise pas? Eh bien, on se met à rêver d'ailleurs, de divers scénarios, et rapidement, de tout, de rien, de vertigineux, de ridicule. Ainsi, notre esprit va chercher autre chose, et cette pépite offre parfois des idées innovantes. Mais la surexposition d'images castre aussi notre imaginaire. Nous nous mettons à rêver, avec des graphismes de ci, des personnages de ça, comme le dit un tel, comme le fait une telle. Et dans les bruits incessants de cette bouillie cognitive meurt en silence le génie humain. En second, le pourquoi. Pourquoi nos civilisations mutent? N'oublions jamais que le progrès est là pour améliorer nos existences. Non, le monde tel que nous l'avons connu ne peut continuer ainsi. Et la valeur travail, pierre angulaire de nos sociétés, va devoir évoluer avec la raréfaction des postes à pourvoir. Alors, revenu universel, taxe sur les robots, redistribution équitable des richesses, et j'en oublie, tout cela n'est pas gauchiste. Bon, par ailleurs, ce sobriquet ne me fait pas honte, loin de là. Mais ces questions vont façonner le monde de demain. Alors, au lieu de rêver de révolution où couleront des rivières de sang, si nous saisissons la révolution de l'IA pour dès à présent rendre notre société agréable, protectrice et juste pour toutes et tous, l'intelligence artificielle nous challenge, et si nous lui montrions que le mot intelligence chez nous n'est pas galvaudé, il ne tient qu'à nous de relever ce défi qui est devenu existentiel. Et cela, je vous le dis. Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter la 5e colonne, 4e épisode de l'IA, la voleuse d'âme. Podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les partager, liker et parlez-en autour de vous. Merci pour la photo originale à Laurent d'Oliveira. Montage photo sur le logiciel Imagen, création des vidéos des teasers VO3, musique, composition et interprétation Ndong, Au monstre que nous sommes, un podcast écrit par Gilles Rossary-Langlais.